Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. Du progrès de la science. À l'heure actuelle, le développement de l'humanité se fonde sur le progrès de la science. A.F. Chalmers note à ce sujet que l'époque actuelle tient la science en haute estime. On trouve dans la vie de tous les jours et dans les médias de nombreux signes de haute considération dont jouit la science, même en dépit de quelques désenchantements liés aux conséquences dont on la tient pour responsable, comme les bombes à hydrogène ou la pollution. Dans le monde universitaire, de la recherche et dans toutes les branches de l'industrie de la connaissance, de nombreux domaines d'études sont qualifiés de sciences par leurs partisans, qui tentent par là de signifier que les méthodes utilisées ont des bases solides et sont porteuses de développement autant qu'une science traditionnelle comme la physique. Comme le fait observer M. de Molinos, cette haute considération dont jouit la science tient à deux vertus. En premier lieu, la science offre une explication du fonctionnement du monde et permet de pénétrer beaucoup de mystères de l'univers, du monde et de l'environnement. Elle essaie de trouver des explications aux énigmes qui nous entourent, c'est-à-dire de donner des réponses aux questions que nous nous posons au moyen de l'observation de ce qui arrive et l'élaboration d'hypothèses qui sont ensuite contrastées pour vérifier leur validité. En second lieu, les applications scientifiques permettent de transformer l'environnement afin de rendre la vie plus facile. Ainsi, la science et la technique sont-elles vues comme un moyen d'amélioration de la société en ce qu'elles envisagent le progrès de la société sous un angle plus utilitariste. Les années de l'après-Seconde Guerre en particulier sont marquées par une foi profonde dans la science et dans la technique. De la production de vaccins à celle de variétés sélectionnées de plantes, en passant par les technologies de l'armement ou le screening, sélection, de molécules chimiques pour la pharmacie, les décideurs politiques et économiques ont la conviction que la recherche, organisée à grande échelle, apportera une solution à tous les problèmes, y compris les problèmes sociaux. Les progrès de la médecine et de l'agriculture ont sauvé beaucoup plus de vies humaines que toutes les guerres en ont fauché. Les progrès dans les transports et les communications ont transformé le monde et rapproché ses habitants. Selon les prévisions, les sciences et les technologies vont connaître dans les prochaines décennies un développement exponentiel. Au-delà de la planète Terre, la voie s'ouvrira pour une future civilisation spatiale, capable de maîtriser les ressources du système solaire avant de porter ses pas plus loin. On ne parlera plus alors d'une accélération des rythmes de croissance, mais d'une métatransition au terme de laquelle le monde ne sera plus jamais ce qu'il est. Vu leur avance actuelle, c'est aux États-Unis d'Amérique que prendra naissance cette métatransition prochaine. Des courants plus radicaux croient que la science et la technique permettront de dépasser la condition ontologique et biologique de l'homme. Pour les transhumanistes, par exemple, l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Leur but visé est d'aller au-delà, de l'Homo sapiens, considéré comme rien de plus qu'une étape transitoire et imparfaite vers le post-humain, figure 1. Il s'agit de surmonter les limites politiques, culturelles, biologiques et psychologiques à la réalisation de soi, comme les maladies génétiques, grâce au génie génétique, par les progrès technologiques. Selon les partisans de ce mouvement, maladie, vieillesse, mort ne sont plus une fatalité. Les technologies peuvent nous aider à endiguer ou retarder ces maux, tout en augmentant nos capacités intellectuelles, physiques, émotionnelles et en restant en bonne santé. Ainsi, envisage-t-il la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications, telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. Figure 1. Evolution selon les transhumanistes. L'extropianisme, le courant le plus radical du transhumanisme, va jusqu'à rêver d'immortalité, en se débarrassant de toute enveloppe corporelle. La conscience humaine serait téléchargée dans un hologramme. Ce joyeux moment serait atteint en 2045, selon R. Kurzweil, un des papes du mouvement extropianisme, directeur de l'ingénierie chez Google, qui avale 250 pilules par jour pour combattre le vieillissement. Dans leur manifeste, les extropianistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent, de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Ces gérants épais de 4 barbes renseignent à ce sujet que pour transformer l'homme actuel,
les transhumanistes comptent sur la convergence NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle et sciences cognitives. Dans son volet politique, le transhumanisme vise la liquidation de la politique. Selon ce mouvement, la liberté individuelle est le seul fondement de la société. Au nom de la liberté absolue, l'individu peut donc procéder à une sélection génétique, s'améliorer. Avec les technologies nouvelles en constante évolution, demain des prothèses électroniques pourront peut-être être directement branchées sur le système nerveux. Des nanorobots pourraient, d'ici peu, circuler dans notre sang pour y nettoyer nos artères et lutter contre le vieillissement. Les effets de la science sont donc tellement impressionnants que Junger en est arrivé à parler de la magie de la technique. Il y a en effet quelque chose de magique dans le fait de traverser les océans en quelques heures d'avion, d'entendre la voix de ceux qui sont à des milliers de kilomètres, ou de ressusciter sur un écran des personnes disparues dont on a perdu le souvenir, la présence physique, la voix, le geste. Ces succès ne sont cependant pas le lot des seules sciences naturelles. Ils concernent également les sciences sociales et humaines. Aux yeux du grand public, celles-ci n'ont pas la même légitimité que les sciences dures. Leurs chercheurs ne portent pas de blouse blanche, ne manipulent pas des éprouvettes, ne guérissent pas du cancer et n'envoient pas de fusées sur Mars. Pourtant ce sont des sciences, avec leurs théories, leurs méthodes et leurs modes de validation spécifiques. Elles ont leur utilité. Pour le Conseil international des sciences sociales, les sciences sociales sont nécessaires pour comprendre l'action humaine et pour l'infléchir. Elles fournissent les outils de classification, de description et d'analyse, et les récits qui permettent de voir, de nommer et d'expliquer les évolutions auxquelles sont confrontées les sociétés humaines. Elles permettent de décoder les concepts, les présupposés et les schémas mentaux régissant les débats sur ces évolutions. Elles fournissent également les instruments permettant de juger les politiques et les initiatives, et de déterminer lesquelles sont efficaces et lesquelles ne le sont pas. Sans elles, la plupart des politiques publiques n'existeraient tout simplement pas et de nombreuses décisions individuelles et collectives seraient difficiles à prendre. La croissance économique, la justice, la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, l'inégalité et la diversité et bien d'autres concepts encore, seraient ni compris ni convenablement analysés. Ils ne donneraient lieu à aucune action politique. C'est à ces sciences qu'est consacré cet ouvrage de méthodologie. De nombreux exemples cités dans ce livre proviennent du domaine des sciences politiques et administratives. Mais y sont également incluses des illustrations issues d'autres domaines, sciences de la nature, droit, sociologie, anthropologie, psychologie, théorie des organisations, sciences de la communication, santé publique, économie. À la scientophobie. Le discours sur la technique et sur son pouvoir se fait de plus en plus critique. Les utilisations parfois barbares de techniques modernes à des fins destructrices ou meurtrières ont marqué les esprits. L'arme nucléaire, la rationalisation des techniques d'extermination, les expériences eugénistes ont nourri une méfiance profonde à la science et à ses miracles. La foi dans la science et dans la technique comme facteur de progrès et de libération des hommes, plus particulièrement au XIXe siècle, a cédé à la scientophobie et à la technophobie, à la peur voire à la malédiction de la science et de ses applications. Les attaques les plus fortes contre la science viennent de 4 sources bien distinctes. La désillusion face au pouvoir destructeur et asservissant de la science et de la technologie, le désenchantement du monde par la technique, la crise de pertinence ainsi que le relativisme méthodologique et l'anarchisme épistémologique. Les 3 premières de ces accusations sont empruntées à X. Darcos, et la dernière au Conseil international des sciences sociales.
Désillusion face à un pouvoir devenu destructeur et asservissant. Les risques de la technique, les menaces qu'elle présente en l'absence de garde-fous éthiques, les dommages collatéraux, liés à son développement irréfléchi soulignent bien cet écart majeur entre progrès technologique et amélioration des conditions matérielles et morales de l'existence humaine. H. Marcuse exprime ce paradoxe en ces termes. Les camps de concentration, les génocides, les guerres mondiales et les bombes atomiques ne sont pas des rechutes dans la barbarie, mais les résultats effrénés des conquêtes modernes de la technique et de la domination. L'asservissement et la destruction de l'homme par l'homme les plus efficaces s'installent au plus haut niveau de la civilisation, au moment où les réalisations matérielles et intellectuelles de l'humanité semblent permettre la création d'un monde réellement libre. La science met en effet entre les mains de dirigeants démesurément ambitieux et de politiciens corrompus trop de pouvoir. Pour beaucoup, ce que la technique semble avoir amélioré, c'est la rationalisation de l'exploitation et de la destruction des hommes par les hommes. Les 2 guerres mondiales et l'extermination des Juifs qui ont supposé une organisation scientifique de la société, la bombe atomique rendue possible par les avancées de la physique contemporaine, les méfaits écologiques du développement industriel, ou les manipulations génétiques montrent bien le caractère moralement ambigu sinon franchement négatif du progrès scientifique et technique. Pendant la Première Guerre mondiale, les sciences ont été en effet utilisées par l'État afin de développer de nouvelles armes chimiques et de développer des études balistiques. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la science est le plus utilisée à des fins militaires. Hiroshima comme les camps d'extermination nazis ont montré de façon définitive que le progrès scientifique ou technologique pouvait être antinomique du progrès des sociétés. Le kidnapping de scientifiques allemands à la fin de la guerre, soit par les soviétiques, soit par les américains, fit naître la notion de guerre des cerveaux, qui culminera avec la course à l'armement de la guerre froide. Cette période est en effet celle qui a le plus compté sur les découvertes scientifiques, notamment la bombe atomique, puis la bombe à hydrogène. Dès 1945, avec la constatation de la montée des tensions dues à l'opposition des blocs capitalistes et communistes, la guerre devient en elle-même l'objet d'une science, la polémologie. Enfin, si la science est par définition neutre, elle reste l'affaire d'hommes, sujet aux idéologies dominantes. Ainsi, les théories sont d'abord acceptées au sein du pouvoir politique. Une théorie s'imposerait alors non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est défendue par les plus forts. En d'autres termes, la science serait sinon une expression élitiste, une opinion majoritaire reconnue comme une vérité scientifique et le fait d'un groupe. Comme on vient de le montrer, la science sans conscience est donc ruine de l'humanité. Les dérapages de la science doivent faire prendre conscience de l'éthique de la recherche. L'enjeu de la science désormais est de passer d'une science aveugle, conditionnée par les seules considérations économiques, financières, politiques, idéologiques ou autres, à une science critique, responsable face au développement technique. La science, son processus, ses méthodes, ses résultats, doivent être soumis à une évaluation critique permanente. Désenchantement du monde par la technique. La technique rompt l'enchantement, fait cesser le charme du monde en le rationalisant et le vidant de tout mystère. Il n'y a plus de place pour l'étonnement et le mythe, le monde est disséqué jusque dans le secret des cellules. Les risques de la technique, les menaces qu'elle présente en l'absence de garde-fous éthiques, les dommages collatéraux, liés à son développement irréfléchi soulignent bien cet écart majeur entre progrès technologique et amélioration des conditions matérielles et morales de l'existence humaine. Relativisme méthodologique et anarchisme épistémologique. Le climat intellectuel de l'époque actuelle n'est plus guère propice aux vertus de la science. Dans le domaine de la philosophie des sciences, l'on assiste aujourd'hui au renouvellement de la conception de la science marquée par le relativisme méthodologique d'un Kuhn qui aboutit à relativiser l'importance même de la méthode scientifique, et par l'extrémisme d'un Feyerabend qui n'hésite pas d'affirmer dans un ouvrage significativement intitulé Contre la méthode qu'en matière scientifique, tout est bon, pour faire avancer la connaissance. La science n'est donc plus aujourd'hui culturellement en position d'imposer son expertise ou ses solutions. L'idéal de la science serait donc aujourd'hui ébranlé. Les sciences sociales semblent être les plus touchées par cette crise. Crise de pertinence des sciences sociales. Comparativement aux sciences dures dont on venait d'examiner les progrès et les promesses,
Les sciences sociales ont été accusées d'être fragmentaires, excessivement spécialisées et parfois trop absconses et mal coordonnées. Leur capacité à fournir des réponses aux défis mondiaux de l'heure, crise financière internationale, terrorisme, génocide, crise de migration, réchauffement climatique, etc., alors que les problèmes sont de plus en plus étroitement liés les uns aux autres et qu'ils se répandent rapidement d'un bout du monde à l'autre, a ainsi été mise en cause. Elles sont reconnues, mais sont-elles pertinentes ? De longs débats épistémologiques ont souligné combien fragile est cette reconnaissance. À l'égard des sciences de la matière, les sciences humaines souffriraient d'un double complexe selon J.L. Chabot. Complexe à l'égard de la précision de la vérification comme de l'appareillage expérimental, confusion partielle entre exactitude et certitude, complexe de retard dans le développement d'une maturité scientifique, croyance implicite en une unité par similitude d'objets comme de méthode entre sciences de la matière et sciences de l'homme et de la société. 3. Public cible. 4 publics distincts peuvent être rejoints par cet ouvrage. Le premier est constitué d'étudiants profanes et chercheurs débutants en sciences sociales, engagés dans un travail de fin cycle, un mémoire, une thèse ou un projet de recherche et qui se sentent dépassés ou mal formés. Les étudiants finalistes des premiers et deuxièmes cycles d'études de graduat et de licence doivent rédiger respectivement un travail de fin cycle et un mémoire de licence. Au sortir de leurs études, c'est parmi eux que sortiront demain les futurs chercheurs dont le pays aura besoin pour organiser des recherches scientifiques orientées vers la solution des problèmes concrets auxquels est confrontée la société. Pour mieux exercer les fonctions futures auxquelles prépare leur formation, ils doivent être en mesure de porter un jugement éclairé sur les méthodes qui ont servi à produire les résultats de la recherche scientifique. Ce public cible trouvera dans cet ouvrage didactique les stratégies efficaces pour le choix du design, la préparation et la conduite de la recherche sur le terrain, la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats de la recherche. Les dirigeants et managers tant publics que privés, législateurs, gouvernants, avocats et juges, chefs d'entreprise et responsables d'organisations, etc., dont les décisions nécessitent le plus souvent études préalables et évaluation, trouveront dans cet ouvrage des méthodes et exemples pratiques sur la conduite d'enquêtes et des sondages réalisés selon les règles de l'art pour prendre des décisions éclairées par les résultats de la recherche scientifique. La méthodologie de la recherche scientifique est utile aussi pour l'exercice des différentes professions auxquelles préparent les études en sciences sociales. L'ouvrage rendra enfin de précieux services aux faiseurs d'opinion, journalistes, agents de marketing, bureaux d'études, organisations de défense des droits humains, mouvements sociaux, dont le métier exige quotidiennement enquête sur le terrain, rédaction de rapports et diffusion des résultats. L'observation montre en effet que le manque de prérequis dans la conduite des travaux de recherche et la rédaction scientifique est à l'origine des déficiences constatées dans les rapports d'enquête que publient chaque jour les agences officielles, les médias, les instituts de sondage, les organisations de la société civile, etc. Cet ouvrage les aidera à mener des enquêtes sur le terrain, à rédiger les rapports et à publier les résultats selon les standards scientifiques. 4. Plan de l'ouvrage. L'ouvrage couvre en 4 chapitres les matières fondamentales de la méthodologie de recherche en sciences sociales. Le premier chapitre déclinera les principaux designs de la recherche en sciences sociales. Le deuxième chapitre, centré sur la préparation de la recherche, proposera des outils aux problèmes courants liés à la planification d'une recherche scientifique méthodiquement montée en sciences sociales. Les 3e et 4e chapitres seront entièrement consacrés à la technologie de recherche pour récolter les données, présenter, analyser et interpréter les résultats de la recherche en sciences sociales. Chapitre 1 – Recherche scientifique. Lorsque le chercheur observe dans son champ social un problème qui mérite de faire l'objet d'une recherche scientifique, il a le choix entre plusieurs designs de recherche qui constituent autant de façons de concevoir, d'organiser et de conduire la recherche. Chacun de ces types de recherche poursuit des objectifs distincts, répond à ses exigences méthodologiques spécifiques et suggère un mode opératoire approprié. Ce chapitre est subdivisé en 6 sections. Il fixe la définition de la science avant d'en présenter les différentes classifications, section 1. Il décrit ensuite les principaux types de recherche entre lesquels il faut choisir à l'intérieur du champ des sciences sociales, section 2.
Il examine également la logique de la méthode scientifique en s'apesantissant en particulier sur les stratégies de vérification et de généralisation des résultats de la recherche scientifique en sciences sociales, section 3. Les 3 dernières sections, consacrées respectivement à la méthode, section 4, à la théorie, section 5, et au modèle, section 6, permettent d'éviter le piège conceptuel dans lequel tombent les chercheurs en sciences sociales dans l'emploi de ces termes valises dont les fonctions ne doivent être pas confondues. 1. Science. Ceci étant, les traits caractéristiques du savoir scientifique moderne apparaissent véritablement en Grèce vers le 5e siècle AV. JC en effet, alors qu'en Égypte et en Mésopotamie, la connaissance scientifique était principalement de nature pratique, les penseurs grecs s'interrogent pour la première fois sur les causes et la nature même des phénomènes. 1.1. Définition. Le mot science est dérivé du latin classique scientia, connaissance, et plus particulièrement connaissance scientifique rationnelle, qui prend très tôt le même sens que le terme grec épistémé. Il n'a pas toujours eu la signification qui est la sienne de nos jours. Elle est généralement utilisée dans 2 sens. Au sens large, la science telle qu'elle est couramment employée recouvre 2 acceptions essentielles. Elle désigne, en premier lieu, un ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode déterminée, relative à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes et fondées sur des relations objectives vérifiables. Elle signifie, en deuxième lieu, un ensemble des connaissances et théories explicatives ayant à un moment donné reçu une validation par la communauté scientifique et à ce titre réputée comme telle. Au sens strict, la science correspond à tout savoir considéré comme objectif et par conséquent vérifiable. Elle s'oppose à l'opinion doxa en grec, c'est-à-dire au sens commun, au dogme, assertion par nature arbitraire. Aujourd'hui, la science désigne à la fois une démarche intellectuelle reposant idéalement sur un refus de dogme et un examen raisonné et méthodique du monde et de ses nécessités visant à produire un ensemble de connaissances résistant au temps et aux critiques rationnelles. Elle désigne aussi l'ensemble systématisé de ces connaissances d'une valeur universelle, organisées selon un ordre, souvent structuré en théorie et modèles, et caractérisé par un objet, domaine et une méthode déterminée et fondée sur des relations objectives vérifiables. Il résulte de ces considérations générales sur la science que toute connaissance n'est pas science. Pour accéder au statut de connaissance scientifique et non de simple croyance, la connaissance doit en effet répondre à un certain nombre de critères. Un survol rapide de la littérature permet de identifier 6 principaux critères de scientificité qu'il n'est pas inutile de souligner. Tout d'abord, l'objet dont traite une science doit être clairement identifié. Se pose ici le problème de la définition des frontières du domaine couvert par une discipline scientifique. Si l'objet principal dont traite une science est souvent relativement simple à expliquer, les frontières d'une discipline demeurent floues. Il en est ainsi par exemple de l'éternelle querelle sur la ligne de partage entre la science politique et la science administrative, la science politique et les relations internationales, etc. En deuxième lieu, le contenu de la science doit être justifiable, c'est-à-dire vérifiable ou validable. Cette étape de validation, centrale dans la définition de la science dans l'acceptation moderne du terme, implique que la vérification doit pouvoir être faite par toute personne le désirant, si elle possède le bagage théorique et technique requis pour mener à bien cette opération. C'est en cela que le savoir scientifique est dit objectif. Il est idéalement indépendant de la personne menant l'opération de vérification. En troisième lieu, le contenu de la science doit être universel. La science est supposée s'appliquer partout dans l'univers, aussi bien hier, aujourd'hui que demain. Il s'agit là d'une rupture profonde avec les conceptions magiques ou mystiques qui confèrent des propriétés particulières à certains lieux ou certaines périodes. En quatrième lieu, une discipline scientifique doit posséder ses moyens d'investigation et sa méthode de construction de la connaissance de sorte que l'ensemble de la communauté scientifique puisse l'évaluer. En cinquième lieu, elle doit être exacte, c'est-à-dire subir avec succès toute mise à l'épreuve, conforme aux normes et règles de mesure et d'observation de la science mise à l'œuvre. Enfin, elle doit être évolutive car un savoir n'est jamais fini, ni bouclé, aussi partiel et aussi local soit-il. 1.2. Classification des sciences.
La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur un domaine particulier du savoir scientifique. Il s'agit par exemple des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la biologie, de la mécanique, de l'optique, de la pharmacie, de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la sociologie, etc. Cette liste n'est pas exhaustive, et il n'existe aucune manière d'énumérer complètement l'ensemble des disciplines existantes. En effet, le découpage de la science en disciplines scientifiques est conventionnel dans une certaine mesure. Il n'est ni fixe ni unique, et les disciplines scientifiques peuvent elles-mêmes être découpées en sous-disciplines, également de manière plus ou moins conventionnelle. Chacune de ces disciplines constitue une science particulière. On classe généralement les sciences selon leur but 2. Leur méthode de construction de la connaissance 3. Leur objet. 1.2.1 Classification des sciences selon leur but. Cette classification première repose sur la notion d'utilité. On distingue les sciences appliquées d'avec les sciences fondamentales. Les sciences appliquées produisent des connaissances en sorte d'agir sur le monde, c'est-à-dire dans la perspective d'un objectif pratique, économique, industriel, etc. Les sciences fondamentales, quant à elles, visent prioritairement l'acquisition de connaissances nouvelles. Les sciences fondamentales visent prioritairement l'acquisition de connaissances nouvelles abstraites. On ne peut cependant pas classer a priori une discipline particulière dans un domaine ou dans un autre. Les mathématiques, la physique et la biologie peuvent ainsi aussi bien être fondamentales qu'appliquées selon le contexte. Certaines disciplines restent fondamentalement ancrées dans un domaine que dans un autre. La cosmologie, par exemple, est une science exclusivement fondamentale. L'astronomie est également une discipline qui relève dans une grande mesure de la science fondamentale. La médecine, la pédagogie, la science politique ou l'ingénierie sont au contraire des sciences essentiellement appliquées, mais pas exclusivement. Sciences appliquées et sciences fondamentales ne sont donc plus cloisonnées. Les découvertes issues de la science fondamentale trouvent des fins utiles. De même, certains problèmes techniques mènent parfois à de nouvelles découvertes en sciences fondamentales. Ainsi, les laboratoires de recherche et les chercheurs peuvent faire parallèlement de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Par ailleurs, la recherche en sciences fondamentales utilise les technologies issues de la science appliquée, par exemple la microscopie, la possibilité de calcul des ordinateurs, etc. 1.2.2 Classification des sciences selon leur méthode de construction de la connaissance. Selon leur méthode de construction de la connaissance, 3 classifications des sciences sont possibles. Une première distinction de cet ordre peut être faite entre les sciences nomothétiques et les sciences idiographiques. Les premières, les sciences nomothétiques, cherchent à établir des lois générales pour des phénomènes susceptibles de se reproduire. On y trouve la physique ou la biologie, mais également des sciences humaines ou sociales comme l'économie, la psychologie ou même la sociologie et la science politique. Les secondes, sciences idiographiques, s'occupent au contraire du singulier, du spécifique, de l'unique, du non récurrent. Cette classification de sciences pose évidemment problème. L'exemple de l'histoire montre qu'il n'est pas absurde de considérer que le singulier peut être justiciable d'une approche scientifique. Dans la conception de P. Paul Venn, l'histoire est une science idiographique. Si de tout temps, elle était essentiellement histoire des sociétés et ne s'occupait pas de l'individu comme tel, elle est maintenant définie comme la description de ce qui est spécifique, c'est-à-dire compréhensible, dans les événements humains. Ainsi, savoir qu'il a existé un être singulier dénommé par exemple Général de Gaulle, Mussolini, Hitler, Mandela, Lumumba, Mobutu, Laurent-Désiré Kabila, n'est cependant pas de l'histoire tant qu'on ne peut pas dire selon les mots d'Aristote, ce qu'il a fait et ce qui lui est arrivé. Une deuxième distinction peut porter sur le recours ou non à la démarche expérimentale. Les sciences expérimentales, comme la physique ou la biologie, emploient la méthode expérimentale. Lorsqu'une discipline fait recours à l'observation, on parle alors de sciences d'observation, comme l'astronomie ou l'économie politique. Mais la frontière n'est pas nette. Il existe par exemple une économie expérimentale, et la physique des hautes énergies permet d'une certaine façon de tester expérimentalement certaines théories astronomiques. On oppose aussi couramment les sciences formelles aux sciences empiriques. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble de cette classification.
Les sciences formelles, aussi parfois qualifiées de théoriques ou de fondamentales, voire de pures, sont celles qui reposent sur un domaine de définition, des axiomes et des démonstrations, mathématiques, logiques et informatiques. Tableau 1. Distinction entre sciences empiriques et sciences formelles. Source, Monsieur Molinos, 2. La connaissance et la méthode scientifique. Disponible sur iesmimo.educa.aragon.es/leg2-connaissance pour 120 et pour 120 méthodes pour 120. Consulté le 28 août 2014, page 2. Les sciences empiriques font appel à l'expérience sensible, c'est-à-dire aux perceptions que nous avons du monde par nos 5 sens, pour bâtir leur théorie. Elles portent sur le monde empiriquement accessible par les sens. Elles regroupent les sciences de la nature, qui ont pour objet d'étude les phénomènes naturels, et les sciences humaines, qui ont pour objet d'étude l'homme et ses comportements individuels et collectifs, passés et présents, exemple de la science politique, de la science administrative, de la sociologie, de l'économie, du droit, etc. Or, pour une partie des sciences de la nature, aucune expérimentation n'est encore possible, par exemple en astrophysique ou en physique des particules. De même, pour une partie des sciences humaines, l'expérimentation est impensable, soit parce que ces sciences traitent d'événements non reproductibles comme l'histoire, soit parce que la morale interdit une expérimentation qui mettrait en péril la dignité et la liberté de l'homme, et dans ce cas une partie de la biologie n'est pas épargnée. Les sciences logico-formelles ou sciences formelles sont celles qui n'ont pas une base empirique et travaillent avec des organismes formels. Elles se distinguent des sciences empiriques en ce sens qu'elles ne se réfèrent pas à l'expérience sensible et à la réalité matérielle extérieure. Ces sciences font donc abstraction du contenu pour se focaliser sur la forme et explorent par la déduction, selon des règles de formation et de démonstration, des systèmes axiomatiques. Le principal exemple de science formelle est donné par les mathématiques ou la logique. Comme on le voit, la différence entre ces deux types de sciences concerne donc la méthode de construction de la connaissance. Les sciences formelles ne se basent que sur la méthode dite hypothético-déductive où la vérité émane de constructions logiques et de schémas conceptuels, alors que les sciences empiriques ont de plus recours à la méthode expérimentale pour vérifier leurs énoncés. 1.2.3. Classification des sciences selon leur objet. Selon leur objet, on distingue généralement 3 catégories de sciences, les sciences de la nature, les sciences formelles ou logico-mathématiques et les sciences humaines et sociales. Les sciences de la nature, sciences naturelles ou natural sciences mécaniques, physique, chimie, biologie, etc., ont pour objet le fonctionnement interne de la nature animée ou inanimée, le monde naturel, la Terre et l'univers. Elles isolent notamment des successions constantes de phénomènes, appelées lois de la nature. De telles lois sont supposées indépendantes du sujet humain qui s'emploie à les connaître, ainsi que de la société à laquelle appartient ce sujet, au sens où ce dernier ne crée pas ces lois de toutes pièces et n'a pas de pouvoir de les modifier à loisir. Les sciences formelles ou sciences logico-mathématiques, mathématiques, logiques et informatiques, ont pour objet l'étude des êtres abstraits. Les sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, histoire, économie, psychologie, sont celles qui ont pour objet d'étude les hommes, les sociétés, les structures sociales, leur histoire, leur culture, leur réalisation et leur comportement, c'est-à-dire ce qui est spécifiquement humain. À l'heure actuelle, ces frontières disciplinaires traditionnelles semblent être dépassées, même dans le champ des sciences dites naturelles avec la naissance des nouvelles disciplines comme l'astrophysique, la physico-chimie. Plus récemment, les sciences cognitives puisent dans les domaines aussi divers que la neurologie, l'informatique, la psychologie et la linguistique, en bousculant profondément les clivages habituels. 1.2.4. Classification des sciences selon leur valeur. En fonction de leur valeur, on oppose couramment les sciences dures aux sciences molles. Cette classification, souvent retenue par le grand public, coïncide globalement avec l'opposition entre d'un côté sciences de la nature et sciences formelles, et de l'autre entre sciences humaines et sociales. Comme on le voit, le critère mobilisé dans cette classification est donc associé à un jugement de valeur. Les sciences les plus dures seraient les plus scientifiques, les plus sérieuses, les plus rigoureuses. Les sciences dites dures sont les sciences formelles et les sciences de la nature, les sciences molles étant les sciences humaines et sociales. Cette classification suggère qu'il y aurait donc d'un côté les vraies sciences, les sciences normales,
soit un prestigieux ensemble de disciplines nobles, de méthodes fiables et de résultats incontestés, de l'autre, des sciences au rabais, de seconde zone, donc moins prestigieuses, soit une série disparate de pratiques discutées, de méthodes douteuses et de résultats largement débattus. Comme le démontre Y. Livian, même si elle est présente dans certains esprits conservateurs, cette distinction déplaisante entre sciences dures et sciences molles est aujourd'hui dépassée pour 3 raisons au moins. Primo, la possibilité pour les sciences sociales et humaines de produire des connaissances sérieuses n'est plus guère discutée, de même que la prétention à la vérité absolue n'est plus guère défendue par les scientifiques des sciences dures eux-mêmes. Secondo, l'image d'une science noble, pure et impénétrable par des influences extérieures, alors que les sciences sociales et humaines seraient soumises aux aléas des opinions et des croyances, est également inadaptée aux réalités d'aujourd'hui. Tertio, le monopole de la rigueur et de l'honnêteté qu'auraient ces sciences est également remis en cause par de multiples manquements récents à l'éthique la plus évidente. Ces jugements de valeur semblent occulter que toutes les sciences concourent au même but, à savoir décrire et chercher à expliquer ou comprendre ce qui est décrit. 2. Critiquer. 3. Comparer. IV. Généraliser de manière à aboutir à une synthèse. V. Prédire, etc. Comme le fait remarquer M. Jacquemin, une même unité d'intention, les sciences sociales et humaines devraient donc animer l'ensemble du domaine scientifique. Étudier les faits sociaux avec la même rigueur que l'on étudie les faits naturels, avec le même souci de vérification des données, avec la même volonté de construire des théories claires et vérifiables, avec le même désir de produire les explications les plus convaincantes possibles et in fine, avec le même désir de pouvoir agir sur la réalité. Néanmoins, le souci de rigueur dans la vérification et de clarté dans l'explication en sciences sociales et humaines ne pourra certainement jamais s'exprimer dans les mêmes types de théories que les sciences dures comme la physique. Dans ces conditions, les sciences humaines et sociales ne doivent donc ni rejeter l'héritage des sciences de la nature, ni se contenter de les copier. La querelle, si elle doit être engagée, devrait plutôt se porter sur la distinction entre science et discours dogmatique et non pas entre les sciences. Dans leur intentionnalité, sciences dures et sciences sociales forment donc un même bloc, le bloc scientifique. 2. Recherche. 2.1. Définition. Le dictionnaire Le Petit Robert 2016 définit la recherche comme « un effort de l'esprit pour trouver une connaissance », un ensemble des travaux pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une question. Ainsi comprise, la recherche exprime donc 2 idées maîtresses. Dans la première, elle désigne une activité de quête objective de connaissances visant à observer, décrire, classifier, expliquer et prédire un problème que l'on veut résoudre grâce aux procédés scientifiques. Pour la seconde, elle est une investigation critique et exhaustive des faits poursuivie par un chercheur sur un problème social bien délimité pour le comprendre, l'expliquer, le résoudre à l'aide de la méthode scientifique. Basée sur l'acceptation intégrale des faits, le refus du préalable et la conscience de ses propres limites, cette attitude d'appréhension du réel n'est donc pas une opération de propagande. Bien au contraire, elle vise à apprendre plutôt qu'à convaincre et à justifier un état de fait. Dans les sciences de la nature, l'explication relative à la position respective de la Terre et du Soleil en est une illustration, encadrée 1. Il en ressort que la connaissance scientifique se distingue de la connaissance vulgaire, celle de l'homme de la rue, produite par les profanes, le bon sens, sur 2 points essentiels, selon C. Celtis et collaborateurs. Encadré 1. Origine de la science. L'un des épisodes les plus importants de la révolution scientifique est la remise en cause du système géocentrique élaboré par Ptolémée, V100-V170, en faveur du système héliocentrique de Copernic, 1473 à 1543. Selon le système géocentrique, la Terre est immobile au centre de l'univers, tandis que le Soleil, la Lune, les planètes et l'ensemble des étoiles fixes tournent autour d'elle. Pour les défenseurs du système héliocentrique, c'est au contraire le Soleil qui est immobile au centre de l'univers tandis que la Terre tourne sur son axe une fois par jour et fait le tour du Soleil chaque année. Kepler, Galilée et Newton apporteront tous des éléments empiriques permettant de valider cette théorie. Cependant, pour beaucoup, c'est Galilée qui, en défendant une conception nouvelle de la science, marque le véritable acte de naissance de la science moderne. Source, origine. Définition, qu'est-ce la science ?
Disponible sur http://www.fr/doc/dossier-4-origine.pdf. Consulté le 17 septembre 2013. Primo. La recherche scientifique travaille systématiquement à l'explication et à la remise en question des hypothèses dans le but de les vérifier. Secondo. La recherche scientifique lance un défi aux croyances courantes ou populaires, aux idées reçues, aux idéologies inconscientes, au dogmatisme, aux arguments d'autorité, etc., en les assujettissant à un examen minutieux grâce à l'utilisation d'une méthode scientifique à la lumière des faits recueillis dans le but d'établir l'exactitude de ces croyances et la portée de leur validité. Par exemple, les recherches de L. Pasteur, 1882 à 1895, sur les fermentations ont remis en cause la théorie courante de l'époque, de la génération spontanée, avec la découverte du microbe comme agent responsable de la décomposition de la matière. Ainsi, les hommes de science sont-ils perçus comme des fauteurs de troubles professionnels, d'agitateurs professionnels qui dérangent l'ordre établi, en ce qu'ils mettent en question les vieilles croyances, en créent de nouvelles, et soulèvent à nouveau des doutes sur ces nouvelles croyances. Cet esprit diffère fondamentalement de celui d'un profane, d'un homme de la rue, qui ne pose aucun problème ni théorique ni méthodologique, puisqu'il considère ces postulats comme allant de soi. 2.2. Type de recherche. Il existe plusieurs types de recherche en fonction de critères retenus. Les propos de ce chapitre concernent la recherche scientifique. Celle-ci possède 5 caractéristiques suivantes selon J.M. de Kettel et X. Rougiers. A. Un problème à résoudre et une problématique est posée à partir d'une phase d'observation des phénomènes étudiés ou reliés. B. Une hypothèse, c'est-à-dire une idée que dans telles conditions il se produit tel fait, est générée avec un doute sincère quant à sa validité. C. Des démarches sont suivies par lesquelles on découvre ou l'on produit les conditions susdites. D. Les faits liés au problème sont observés, ou mesurés ou évalués, et confrontés aux faits attendus par hypothèse. E. Des restructurations sont recherchées. En fonction de la nature du problème à résoudre, du besoin du chercheur ou de la stratégie de recherche employée, on distingue couramment les types de recherche suivants. 2.2.1. Recherche théorique et recherche empirique. La première est abstraite et porte principalement sur les moyens de donner un sens à nos connaissances, des phénomènes sociaux. La seconde est basée sur l'accumulation méthodique des faits observables recueillis sur le terrain ou au laboratoire, et s'intéresse d'abord à la cueillette et à l'analyse de données observables ou mesurables. Une bonne recherche implique un juste milieu entre théorie et empirisme. 2.2.2. Recherche fondamentale et recherche appliquée. La recherche pure ou fondamentale vise à atteindre des lois générales, à découvrir des connaissances nouvelles, des théories nouvelles qui abordent des problèmes fondamentaux sans se soucier de leur application, théories nouvelles qui permettent de mieux comprendre la réalité, de décrire ou d'expliquer la situation qui soulève problème. Ce type de recherche permet de fournir la réponse à la question pourquoi ? Pourquoi les gens participent ou s'absentent-ils aux élections ? Pourquoi la corruption dans l'administration publique congolaise ? La recherche fondamentale peut être décrite sous 3 formes de résultats: la découverte, l'invention et la réflexion. Au premier cycle d'études universitaires, graduat, on fait des travaux de recherche surtout pour apprendre à faire de la recherche et pour augmenter nos propres connaissances. Une certaine humilité s'impose donc. Ces travaux de fin de cycle, TFC, ne visent pas nécessairement à découvrir quelque chose de complètement nouveau ou original, mais à décrire le problème ou le phénomène observé sur lequel porte la recherche: vote ethnique, corruption, violence des groupes armés, déficit budgétaire, absentéisme, etc. G. Devin et M. F. Durand. La description conduit donc assez naturellement aux études de cas, définition-sélection, nombre-comparaison. D'autre part, elle requiert de retarder le plus possible l'interprétation. Par contre, le mémoire de licence devrait dépasser le niveau de la description pour atteindre celui de l'explication et/ou de la compréhension. Dans un mémoire d'études supérieures et dans une thèse de doctorat, la part de la théorie et celle de la prédiction doivent être plus développées comparativement au mémoire de licence. En effet, comme l'exige M. Beau,
Pas de thèse sans questionnement, pas de questionnement rigoureux sans appareil conceptuel, sans réflexion théorique et donc sans une bonne connaissance des différentes approches, des différentes interprétations théoriques qui ont déjà été produites et une réflexion critique sur celles-ci, figure 2. La recherche appliquée A répond à des problèmes urgents, auxquels il faut rapidement apporter des solutions concrètes et directement utilisables. Elle utilise les découvertes de la recherche fondamentale dans un domaine et vise à leur application pratique. Elle permet de fournir la réponse à la question comme pour mieux intervenir ou agir sur le réel, pour créer une chose nouvelle ou sélectionner une chose réelle, comment augmenter la participation électorale dans les élections municipales, comment lutter efficacement contre la corruption dans l'administration publique congolaise. Figure 2. Niveau de recherche. Si ces deux types de recherche sont indissociables et interdépendants, de l'avis de Benepen, la découverte scientifique, autrefois axée sur la recherche fondamentale, s'intéresse désormais aux grands projets scientifiques utiles, afin de résoudre les problèmes les plus urgents du développement. 2.2.3. Recherche préliminaire et recherche descriptive. Une recherche préliminaire est une étude relativement courte et de faible envergure que l'on effectue, lorsqu'on dispose de peu de renseignements sur une situation ou un problème encore mal défini, violences sexuelles faites aux hommes. Ce type de recherche vise comme objectif de familiariser le chercheur avec le phénomène qu'il se propose d'étudier au cours d'une étude subséquente, mieux structurée, et de rapprocher le chercheur du milieu ou de l'espace dans lequel il a l'intention d'effectuer son étude. Cette exploration permet ainsi de poser les priorités pour les recherches à venir, et de recueillir des renseignements sur les possibilités pratiques de faire la recherche dans les milieux naturels. Elle sert à inventorier les problèmes considérés urgents par ceux qui travaillent dans un domaine particulier. Elle aide enfin à circonscrire adéquatement les différentes dimensions que la recherche tente d'appréhender, et de clarifier les concepts. À la différence d'une recherche préliminaire, une recherche descriptive comprend la collecte et la présentation systématique des données dans le but tracer un portrait clair d'une situation particulière, de déterminer la fréquence d'apparition ou de répétition d'un phénomène. Les études descriptives peuvent être de petite ou de grande envergure. Elles peuvent être réalisées selon 3 modalités: étude de cas descriptive, étude transversale ou synchronique et étude longitudinale ou diachronique. Étude de cas descriptive. Elle consiste à examiner à fond de nombreux aspects du sujet ou cas étudié, un pays, un État, un groupe, un individu. Elle se caractérise à la fois par le nombre restreint de situations analysées, la profondeur de l'analyse et l'importance accordée à une démarche inductive, qui alimentera une phase de développement de théories ou de modèles. Il en est ainsi par exemple d'une recherche sur les dépenses gouvernementales et la qualité de l'encadrement des étudiants, pourrait nécessiter des informations concernant la part des dépenses consacrées aux investissements, écoles, bureaux, terrains, équipements, la part des dépenses consacrées au salaire des professeurs, des administrateurs, etc., la part des dépenses consacrées aux bourses d'études, etc. Étude transversale ou synchronique, cross-sectional survey. Contrairement à l'analyse diachronique qui suit l'évolution concomitante de 2 ou plusieurs faits, les études synchroniques comparent un grand nombre de cas des pays, des gouvernements, des groupes, des individus, par rapport à un nombre limité de leurs caractéristiques afin de quantifier la distribution de ces caractéristiques dans la population à un moment donné, les subdiviser, les regrouper, établir les relations entre elles ainsi que le sens de ces relations. L'analyse comparée des systèmes politiques ou des systèmes administratifs des pays africains, pour vérifier s'il y a ou non une corrélation entre le régime politique et le développement démocratique, entre l'organisation territoriale et la gouvernance locale, est un exemple d'une étude transversale. Étude longitudinale ou diachronique. À la suite de Desseler, le terme diachronie s'entend plus qu'un synonyme de chronologie. Il signifie, comme en linguistique, le passage d'un état de système donné à un autre état de ce système. Ainsi comprises, les études diachroniques, en s'intéressant à un seul cas, un pays, un gouvernement, un groupe, un individu, consiste donc à comparer un grand nombre de moments dans le temps, jours, mois, trimestres, années, etc. Elle consiste à saisir le processus observé à travers le temps. Selon Desseler,
ce type d'opération s'effectue de deux manières différentes mais complémentaires. En premier lieu, on peut traiter l'évolution temporelle d'un comportement en dégageant la structure de cette évolution. En second lieu, on peut aborder le problème de l'évolution du comportement politique step by step, par jalonnement. Il s'agit de tenter de restituer les différents états du système dans leur succession. Par exemple, une étude des 30 dernières années du budget des dépenses d'éducation permettrait de voir si les changements dans les dépenses gouvernementales ont été suivis par des changements dans le ratio professeur-étudiant. Ces deux derniers types de recherche, synchronique et diachronique, peuvent être combinés et permettre d'envisager la recherche dans une approche synchrodiachronique ou diachrosynchronique. 2.2.4 Recherche rétrospective et recherche prospective. Dans une recherche rétrospective, on exploite des données présentes dans des dossiers, mais souvent recueillies sans protocole. Une autre variante de ce type de recherche consiste à interroger les personnes qui composent l'échantillon sur leur passé. Les études rétrospectives sur dossier présentent cependant plusieurs inconvénients. Parmi ces inconvénients, l'Organisation mondiale de la santé cite en premier lieu le fait que certaines des variables pertinentes peuvent manquer dans les dossiers d'origine. Ensuite, des problèmes d'attrition se posent avec la perte d'archives, des dossiers incomplets, des données manquantes, ou des difficultés pour retrouver tous les sujets de la population d'origine pour la poursuite de l'étude. Un autre inconvénient de ce type d'étude est qu'elle se heurte également à la défaillance de la mémoire. C'est pourquoi, avant de se lancer dans ce type d'étude, il faut définir ce qu'on recherche et établir une grille, sinon on s'expose à des oublis obligeant ensuite à reprendre une recherche dans les dossiers. L'identification des points à rechercher nécessite une analyse préalable. Si une donnée, quelle que soit son importance, est oubliée à la phase initiale de l'enquête, soit on ne pourra pas analyser cet élément, soit on devra reprendre les dossiers pour la rechercher. Dans une étude prospective ou de cohorte, les données sont à constituer avant d'être exploitées. On définit donc préalablement les données qui seront recueillies et leurs conditions de recueil, protocole d'étude. Dans ce cas, on suit une même population pendant une période donnée. Les études de cohorte comportent cependant de plusieurs inconvénients. 5 limites majeures associées à ce type d'études méritent d'être soulignées. Premièrement, elles sont de longue durée et sont relativement peu efficaces pour l'étude de cas rares. Deuxièmement, la taille des échantillons requises pour une étude de cohorte est très grande, en particulier pour des cas rares. Il est difficile de constituer et de gérer des échantillons de la taille nécessaire. Troisièmement, un des problèmes les plus graves est celui de l'attrition, c'est-à-dire de la perte d'effectifs dans les groupes exposés et non exposés au cours de la durée de l'étude par suite de migration ou de refus de continuer de participer à l'étude. Plus la perte d'effectifs est élevée, supérieure à 10 à 15%, plus grand sera donc le risque de résultats biaisés. Quatrièmement, au cours d'une longue période, on peut assister à beaucoup de changements de l'environnement chez les personnes comme dans la nature de l'intervention. Enfin, au cours d'une longue période, le protocole de l'étude peut influencer le comportement des cas étudiés de façon à modifier l'évolution du phénomène étudié, effet Hawthorne. 2.2.5 Recherche expérimentale et recherche de terrain. Selon les conditions de l'observation, on oppose les recherches expérimentales, expériences de laboratoire, et les recherches de terrain, expériences de terrain. Recherches expérimentales. Dans les sciences naturelles, la méthode expérimentale serait perçue comme la méthode scientifique la plus scientifique qui soit. En dehors d'elle, il n'y aurait rien de scientifique. En sciences humaines, l'utilisation de la méthode expérimentale vient de la psychologie expérimentale. Les premiers à importer cette méthode des sciences naturelles furent W. Wundt, 1832 à 1920, et I. P. Pavlov. Une étude expérimentale, lab research, implique donc un travail expérimental, de laboratoire, pour son élaboration et sa résolution. Dans ce type de recherche, l'observation se fait in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Ici, le chercheur est en mesure de manipuler les conditions, c'est-à-dire de les produire à volonté, ou de contrôler la distribution des sujets dans les groupes expérimentaux. Il soumet l'hypothèse à un test expérimental qui consiste à varier la condition et à observer l'événement, effet. En 1998,
la République démocratique du Congo a procédé au découpage test de l'ancienne région du Kivu. L'hypothèse implicite à la base de cette opération était que le découpage territorial devait induire le développement local, encadré 2. Encadré 2. Découpage test de la région du Kivu. Décidé en 1987, le découpage expérimental du Kivu a été effectif en 1988 avec la promulgation de l'ordonnance-loi n° 88031 du 20 juillet 1988 qui divisait le Kivu, alors l'une des 9 provinces du pays, en 3 provinces, Maniema, chef-lieu Kindu, Sud Kivu, chef-lieu Bukavu, Nord Kivu, chef-lieu Goma. Parmi les raisons officielles avancées pour justifier ce découpage test, il y avait le souci de faire de la décentralisation un facteur de développement et de renouveler l'équipe dirigeante. Cette expérience de découpage qui devrait s'appliquer à l'Équateur, au Chaba et au Haut-Zaïre n'a pas eu lieu, mais aussi elle n'a pas abouti aux résultats escomptés. L'autonomie de l'entité décentralisée, à savoir la région-province, est demeurée, en réalité, une fiction. En plus, le découpage territorial de 1987-1988 a été suivi par une série de problèmes qui ont plongé le Kivu dans une crise dont il aura pour longtemps du mal à sortir. Après expérimentation, on est encore loin d'avoir une administration territoriale de développement et un nouveau type d'homme adapté à la décentralisation tant rêvée. Force est de conclure que l'on est passé, au fil des années, d'une administration de développement à une administration de sous-développement. Source S. Busialimwe Mararo, Kinshasa et le Kivu depuis 1987, une histoire ambigue, l'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2004 à 2005, disponible sur www.ua.ac.be/obje/0011183.pdf, consulté le 1er juillet 2016, page 170. Si on ne peut pas manipuler les conditions déduites de l'hypothèse, alors on la soumet à un test non expérimental qui consiste à rechercher des situations où la nature a produit, réaliser la condition pour vérifier si l'événement en a résulté. Recherche de terrain, field research. Dans une étude de terrain, les données sont recueillies de façon directe, là où l'objet à étudier se trouve, sur le terrain, et dont les éléments d'hypothèse, d'analyse, de conclusion, de théorisation proviennent également du terrain. Ici, l'observation se fait in vivo. Plusieurs approches de recherche de terrain sont pratiquées en sciences sociales. Quelques-unes peuvent être citées: l'étude clinique, l'étude ethnographique, la recherche-action, l'étude de cas, la recherche-action participative, l'action-science, la recherche ingénieurique, la recherche-intervention, la recherche-action diagnostique. Ces pratiques de recherche, d'ailleurs souvent confondues, désignent des recherches dans lesquelles il y a intervention directe du chercheur dans la construction concrète de la réalité. Ces approches qualitatives peuvent séduire par leur richesse et leur caractère réel et concret, mais elles soumettent le travail du chercheur à de fortes contraintes. Les approches de recherche de terrain constituent un mode de recherche intensif qui exige une présence forte sur le terrain parallèlement à l'assimilation de multiples concepts organisationnels. 2.2.6 Recherche-action. Selon E.H. Neilson, c'est à J. Collier que l'on attribue la première utilisation vers 1945 de l'expression recherche-action dans une revue scientifique. Pour M. Roy et P. Prévost, il s'agit d'une approche de recherche rattachée au paradigme du pragmatisme qui part du principe que c'est par l'action que l'on peut générer des connaissances scientifiques utiles pour comprendre et changer la réalité sociale des individus et des systèmes sociaux. Cette intention de changement en tant que motif pour entreprendre une recherche remet directement en question la dissociation que l'on remarque habituellement entre la théorie et la pratique, puisqu'en recherche-action, la théorie supporte l'action ou encore émerge de l'action. Elle permet ainsi de comprendre et d'agir sur les problèmes réels que l'on rencontre concrètement sur le terrain. Comme on le voit, la recherche-action introduit donc le chercheur comme participant actif dans le management et la résolution des problèmes d'organisation. Cal Lewin voulait que la science sociale soit capable de résoudre des problèmes sociaux dans des situations concrètes, exemple, intervention militaire, conflits intergroupes, préjugés envers les minorités, et d'introduire des changements durables. C'est ce qui l'a amené à développer la recherche-action. 3 caractéristiques clés permettent de distinguer la recherche-action d'avec la recherche traditionnelle. Premièrement,
La recherche-action est réalisée avec les gens plutôt que sur les gens. Dans la recherche conventionnelle, le chercheur adopte une position dominante. Il se positionne à l'extérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.